Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Je suis super contente de vous retrouver avec un épisode que je pensais ennuyeux et en fait pas du tout. Je vous l'ai dit la dernière fois, alors pas la semaine dernière parce qu'on a eu le week-end de Pâques, je vous ai laissé un peu respirer. On s'était retrouvés sur Twitter dans un space pour aborder le sujet des petites astuces professionnelles. Évidemment, je vous l'avais dit, la chanson qui va accompagner ce thème, c'est I Get Money de 50 Cent. Quel banger, vraiment, merci 50 de nous encourager à encaisser de l'oseille, du flouze, de la moula. En fait, dans le refrain, il me semble, bon, il répète I get money et il dit même I run New York. Là, vraiment, je vais vous donner les astuces pour être vraiment injouable au taf. Injouable. Clairement, il faut que vous sachiez un truc, la conscience professionnelle, c'est zéro. On va aborder vraiment ce sujet spécifiquement, dès le départ, mais la conscience professionnelle, c'est une illusion capitaliste parce que votre employeur s'en gagne de vous. Si vous ne le saviez pas, je vous l'annonce maintenant, d'accord? Que ce soit ancienneté, machin, est-ce une vanne? Ils s'en foutent. Partez et ils vont vous remplacer. Ou pire, ils vont même laisser votre poste vacant pour bien que vous compreniez que mais qui a besoin de vous au juste. Donc effectivement, je vous souhaite d'aimer votre taf, ou au moins d'en tirer parti. Mais au final, on a besoin de notre taf surtout pour vivre, pour avoir une vraie vie à côté. Donc c'est pour ça qu'on a quelques superbes, parce qu'il n'y a pas eu que moi qui ai déversé mes astuces avec mon expérience, notamment avec mon métier dans les ressources humaines. Mais il y a eu beaucoup de questions et d'échanges qui ont fait que je me suis rendu compte que ces astuces étaient nécessaires. Je vous assure, j'ai même reçu des textos ensuite, des DM pour me dire « Attends, je suis dans telle situation, je fais quoi? Est-ce qu'on est en train de me rouler ?» Bon, je vous spoil le truc direct. Oui, la plupart du temps, la réponse était « Oui, on essaye de vous rouler ». C'est pour ça que le premier point que je veux aborder, c'est la conscience professionnelle. Est-ce que la conscience professionnelle paye? La réponse est simplement non. La réponse est non. Parce que en France, on vous a fait croire à un truc qu'on appelle le présentéisme. Plus on vous voit au travail, plus on voit votre front, plus on peut toucher votre coude, mieux c'est. Plus vous faites des horaires, mieux c'est. Plus on vous entend blablabla à la pause café à raconter votre vie et vos vacances, mieux c'est. Plus vous donnez de votre personne au taf, mieux c'est. Non. Ça s'appelle de l'exploitation, pas de la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, pour moi, c'est que j'ai un métier. Je sais à quoi il sert. Je sais quels sont mes objectifs sur une période donnée et je les atteins dans la période donnée. Si j'ai envie de faire un petit peu de zèle et de les dépasser parce que ça va me rapporter de l'argent, pourquoi pas? Sinon, c'est à proscrire. Je vais vous donner plusieurs exemples qui ont été tirés vraiment du space, d'accord? Moi, il y avait un exemple qui vient de mon expérience pro, mais je vais vous parler de celle qui vient du space. C'était vraiment des choses que j'avais tendance à oublier tellement ça fait partie du quotidien, mais c'est vraiment important de revenir dessus. Les congés, c'est un droit, vous êtes au courant. Même si on est dans une période où les acquis sociaux sont en train de fondre comme neige au soleil, parce que au moment où je suis en train d'enregistrer ça, le Conseil constitutionnel vient d'approuver la réforme des retraites et le passage de l'âge légal de la retraite à 64 ans. Comment vous dire que j'ai l'âme en peine? Donc oui, nos acquis sociaux sont en train de fondre comme neige au soleil, mais nos 5 semaines de congés payés en France existent toujours, pour l'instant. Jusqu'à quand, je ne sais pas. Mais quand vous êtes en congé, rassurez-moi, vous oubliez votre taf. Parce qu'il y a quelques épisodes où je vous ai dit qu'effectivement, parfois, il y a des urgences qui requièrent que je parte avec mon téléphone, mon ordinateur, ça c'est fini, mais qu'il y a des choses que je dois suivre parce qu'il y a des enjeux juridiques, etc. derrière. Mais c'est vraiment en cas d'extrême urgence. Si c'est un truc qui nécessite de parler français, d'écrire en français et qu'aucun de mes collègues ne peut s'en charger puisque je suis la seule francophone de toute l'équipe. Par exemple, c'est dans des cas très précis. Sinon, quand je suis en congé, mais il faut m'oublier. On s'en fout de mon niveau de responsabilité à partir du moment où je ne sauve pas des vies. Je ne suis pas chirurgien. Non. Non, mes vacances, ce sont mes vacances. Surtout quand je pars.
C'est des vacances où j'ai prévu un voyage. Mais là, vous m'oubliez, décalage horaire ou pas, je réponds pas. Et bizarrement, parmi vous, il y a des gens qui, pendant leur congé, sont en train de dépanner quand même des collègues. Vous allez passer boire des cafés avec vos collègues. Vos collègues ne sont pas vos amis, hein. Non, c'est hyper important. Dans le space, il y a quelqu'un qui en avait parlé. Vos collègues ne sont pas vos amis. D'une part, parce que c'est le travail. Il faut séparer le travail et le perso. Ensuite, il faut savoir que ton ennemi n'est jamais loin. Donc ton collègue que tu penses être ton gars sûr, ta go sûr, etc., ça va être le premier qui va te la faire à l'envers. Et il y a eu un exemple de quelqu'un qui parlait du collègue un peu inspecteur gadget. Voilà. Je vais reprendre l'expression inspecteur gadget parce que quand on en a reparlé par la suite, c'est le terme qu'on a utilisé. Tu t'es absenté, allez, on va dire 2 jours. T'étais malade. Ton collègue te demande « Ah, mais t'avais quoi ?» Je vous le dis tout de suite, vous n'avez pas à répondre à cette question. Je vous dis pourquoi. Pour vous protéger vous-même, déjà, ça vous regarde que vous. Que vous ayez eu, je sais pas, la diarrhée, un rhume, le Covid, une entorse, que vous ayez eu juste un trop-plein psychologique qui requiert 2 jours d'arrêt, ça ne les regarde pas, vos petits collègues, soi-disant cool et sympas. Normalement, leur seul truc, si c'est vraiment des gens qui vous portent dans leur petit cœur, normalement, leur seule préoccupation, c'est « Ah, purée, je suis content que tu sois de retour. Je me suis inquiété. J'espère que tu n'avais rien de grave. » Fin. Ceux qui te demandent exactement « Mais t'avais quoi? Mais pourquoi t'étais pas là ?» C'est pas dans votre intérêt qu'ils le font. Ils s'en foutent de votre état de santé. Ils veulent juste garder cette information pour la retourner contre vous ensuite. Autre chose par rapport à cette conscience pro. Alors, juste sur la maladie, je vais rajouter un propos qui est très important. Légalement, un arrêt maladie est une suspension de votre contrat de travail. Pendant ce temps, c'est pas comme si vous n'étiez pas salarié, mais la relation de subordination avec votre employeur, donc le fait que vos collègues vous contactent, que votre boss vous contacte ou autre, la relation de travail est interrompue pendant votre arrêt maladie. Ça veut dire qu'il y a une bonne raison pour laquelle, sur les feuillets d'arrêt maladie, les volets c'est en 3 feuillets, c'est ça? Il y a le premier qui est pour vous. Ou premier pour la sécu, je sais plus. Premier pour vous, deuxième pour la sécu. Donc le premier est reporté en carbone sur le second qui va pour la sécu. Et le troisième qui est pour l'employeur a beaucoup moins d'informations. Pour être très précise, le motif de l'arrêt maladie ne se reporte pas sur le volet qui est destiné à l'employeur. Donc votre employeur non plus, c'est pas que vos petits collègues un peu fouineurs. Vos employeurs non plus n'ont pas à savoir pourquoi vous êtes en arrêt maladie. Si la sécurité sociale prend ce type de mesures pour que l'information ne soit pas portée à la connaissance de votre employeur, c'est que vous-même vous êtes censé fermer votre grande bouche et ne pas dire à votre employeur pourquoi vous êtes en arrêt maladie. Que ce soit pour une chirurgie, que ce soit n'importe quelle chirurgie, que ce soit juste pour, je sais pas, vous allez vous refaire les chicots. Vous êtes parti vous faire refaire le nez ou les seins, je m'en fous. Ils n'ont pas à le savoir, ça ne les regarde pas. Et je vais vous dire exactement pourquoi je vous invite à prendre conscience de ça. Je sais pas si c'est les employeurs qui vous mettent la pression pour que vous ayez ce sentiment que vous devez dire pourquoi vous êtes en arrêt maladie. Légalement, il n'y a aucune obligation et comme je le disais, même la sécurité sociale ne porte pas cette info à la connaissance. Enfin, les médecins ne portent pas cette info à la connaissance des employeurs puisque le système d'arrêt maladie fait que sur le volet de l'employeur, c'est pas écrit. Alors, il y a 2 choses. Je vais vous dire plus généralement. Il y a une vérité qui peut peut-être vous embêter à entendre. C'est que souvent, les employeurs vont vous reprocher d'avoir été en arrêt maladie. Pas ouvertement, mais ça va être pernicieux. Ils vont vous rappeler que quand vous n'étiez pas là, c'était dur de gérer votre charge de travail. Ou ils vont vous rappeler avec des petites piques. Ah oui, je me souviens, tu avais été absent 3 semaines quand même. 3 semaines, hein.
et ils vont appuyer sur la durée. Peut-être que sur vos augmentations, ils vont juste se souvenir de « Oui, c'est un bon élément globalement, mais il ou elle s'est absenté pendant 3 semaines. » Parce que pour eux, dans leur approche capitaliste, votre vie, c'est le travail. En gros, si vous n'êtes pas en danger de mort imminente, pourquoi vous n'êtes pas là en train de travailler? Et ça, c'est une relation tellement malsaine de vos managers, de votre direction et tout. C'est pas normal de réfléchir comme ça. Ce n'est absolument pas normal. Donc déjà, vous avez cet aspect où on peut, voilà, sur votre évolution de carrière, sur votre évolution de rémunération, parfois même on va vous poser la question et vous dire mais en fait, tu t'es absenté, pourquoi exactement? Tes revenus te portaient comme un charme, donc c'est que tu n'étais pas si malade que ça. Ça ne les regarde pas. C'est la première raison pour laquelle il ne faut vraiment rien dire à votre employeur, c'est qu'ils peuvent vous le faire payer et parfois pas juste pendant 1 an. Je vous assure que j'ai vécu des expériences où j'entendais des employeurs reprocher, des managers reprocher à un membre de leur équipe un arrêt maladie qui remontait à 3 ans en arrière. Genre, t'as pas le droit d'être malade. Alors que c'est pris en charge par la Sécu, t'as un délai de carence, il y a 3 jours qui ne sont pas payés, comme si toi t'étais content d'être en arrêt maladie. Ça, ils l'oublient. Et que t'étais en arrêt maladie parce que t'en avais besoin. Le second point, c'est quand vous pensez justement qu'à votre travail, ça va bien se passer, vous pouvez en parler à vos collègues, etc. C'est un safe space et que vous pouvez dire pourquoi vous avez été en arrêt maladie. 2 exemples très 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 concrets. Une fois, il y a une personne qui me parlait d'être plusieurs, c'est arrivé à plusieurs personnes d'ailleurs, qui ont été en arrêt maladie pour burn-out et qui ont pensé que pour se protéger vis-à-vis de leur employeur, il fallait leur dire voilà, je suis en arrêt maladie pendant 1, 2, 3 mois, c'est pour surmenage, c'est pour une raison de burn-out, etc. Mais ne faites pas ça. Là, vous leur donnez une arme en titane pour la retourner contre vous-même. Parce qu'ils vont tout faire pour vous pousser à bout. Quand ils sont vraiment des sales races, ils vont tout faire pour vous pousser à bout, que vous craquiez, que vous démissionniez, ou peu importe. Mais ils vont dire, ah ouais, toi t'es un fragile de burn-out. Tout le monde tient le coup, mais toi tu tiens pas. Mais tu vas nous servir à quoi au juste? Et ils vont tout faire pour se séparer de vous. Le burn-out, c'est un truc qui ne regarde que vous et la médecine du travail ou l'inspection du travail. Vous voulez que cette situation de surmenage soit connue et porte préjudice à l'employeur, c'est pas à vous de le dire à l'employeur. Parce que là, vous leur dites justement que la raison c'est le burn-out et ils vont tout faire pour vous faire passer pour le fou ou la folle. Faut les prendre par surprise. Ne leur dites pas que c'est du surmenage. Vous allez prendre rendez-vous comme un grand, comme une grande auprès de votre médecine du travail parce que vous avez une raison en tant que salarié d'aller les voir. C'est pas que l'employeur qui peut prendre rendez-vous pour vous. Vous pouvez les contacter et prendre rendez-vous pour dire que c'est votre environnement de travail qui vous a poussé à bout, qui vous surmène et qui est la raison pour laquelle vous êtes en arrêt maladie. Là, ils peuvent aller rendre visite dans les locaux de l'entreprise. Ils peuvent ensuite alarmer l'inspection du travail. Et là, vous laissez tout faire. Et jamais votre identité ne sera révélée en plus. Jamais. Il y a le secret médical, n'oubliez pas. Alors que quand vous allez prendre vos gros sabots pour aller dire vous-même que vous êtes en burn-out, vous vous tirez une balle dans le pied. Donc ne le faites pas. Second type d'exemple, vraiment, quand vous pensez que votre taf est un safe space, il y a quelqu'un dans une entreprise que je ne nommerai pas, évidemment, qui a eu la nécessité de se mettre en arrêt maladie parce que c'était un trop-plein au niveau du boulot, ça avait eu un impact sur la vie professionnelle, sur la vie personnelle, pardon. C'était devenu vraiment trop. Et cette personne a fait l'erreur de dire « Oui, là je vais m'absenter 2 semaines. Mon médecin m'a prescrit un arrêt de travail de 2 semaines. Mais c'est parce que la charge de travail, l'équipe incomplète et ça a eu telle conséquence sur ma vie personnelle. Je suis à bout, donc je vous assure, le salarié en personne me l'a dit. D'accord? Ouais, voilà, mon arrêt maladie, c'est pour telle raison.
Moi, je suis plutôt de nature bienveillante, hein, au cas où vous l'aviez toujours pas remarqué. Je comprends, je sais, etc. Prends soin de toi, c'est le plus important. Nous, on va continuer d'avancer pendant ce temps. On va continuer d'avancer, il n'y a pas de souci. Mais quand j'en ai parlé avec le N+2 de cette personne, le N+2 a dit directement, mais comment il peut penser qu'il a le niveau pour arriver à tel type de poste, pour prétendre à tel type de poste, s'il ne sait pas gérer une rupture amoureuse? Vous vous rendez compte? Le N+2, alors je ne suis même pas sûr que ce soit le salarié qui lui en ait parlé à lui directement, donc c'est sûrement le N+1 qui a passé l'information, et pour le N+2, ça a été traduit comme « parce qu'il s'est fait larguer, il a été en arrêt maladie 2 semaines ». Comment est-ce qu'il pense qu'il va pouvoir tenir sur un poste avec plus de responsabilités et plus de pression? Et oui, la bienveillance de votre manager, ça ne peut être qu'un alibi, une façade. Ne vous fiez pas à ça. Et surtout pendant le space, pour terminer sur la conscience professionnelle, quelqu'un a précisé que, et je crois que c'était Jenny elle-même qui l'avait dit, qu'il fallait faire attention par rapport à l'investissement et au temps qu'on met dans le travail. Tout le monde est là, tout le monde travaille, parce que le fruit de notre travail va générer des centaines de milliers d'euros, parfois des millions d'euros pour l'employeur et pour ses investisseurs, enfin ses actionnaires, clairement. Mais vous, ce que vous allez en tirer, mais ce n'est même pas 50% de ce que vous aurez généré. Si votre travail acharné va générer la vente de quelque chose d'1 million d'euros, vous allez peut-être récupérer 10 000 dessus, dans le meilleur des cas. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Donc vraiment, méfiez-vous. Méfiez-vous parce qu'il faut voir plus large que juste, voilà, j'ai explosé mes objectifs, donc ma commission, mon variable, mon machin, ça va être plus. Pensez au chiffre d'affaires que vous avez généré et à la proportion de ce chiffre d'affaires que vous allez récupérer. Là, ça va vous calmer tout de suite. Ça va vous calmer tout de suite sur votre investissement, votre surinvestissement au travail. Je ne dis pas qu'il faut être en dilettante au travail, c'est juste le surinvestissement, ça ne vous apporte rien. On va vous donner une petite cacahuète comme ça en disant, voilà, t'as 6% d'augmentation, machin, mais c'est sans commune mesure avec l'argent que vous rapportez en réalité. Remettez toujours tout dans le contexte macro et ça va vous calmer. Alors, je vais essayer de vous mettre le lien concernant le thread qui permet d'augmenter et diversifier ses revenus. Mais pendant le space, Jenny avait parlé notamment des créateurs de contenu UGC, quelque chose qui peut se faire notamment sur TikTok et je sais plus, peut-être sur Instagram. Mais en gros, c'est pour faire de la pub, de la création de contenu, des photos pour certaines marques, certaines gammes de produits, sans être un professionnel de la direction artistique ou de la photographie ou autre. Mais vous vendez en gros le contenu et la mise en avant de certains produits. Donc je vais vous inviter à en prendre connaissance, je vais essayer de vous le mettre quelque part. Mais quoi qu'il arrive, le thread est disponible sur le compte Twitter @bo de ma vie. Donc de toute façon, vous allez trouver toutes ces informations là-bas. Parce que je ne voudrais pas faire une distorsion des propos de Jenny et de toutes ces super astuces. Mais vraiment, n'hésitez pas. Il y a juste un petit conseil que je me permets de donner sur l'augmentation ou la diversification des revenus. C'est qu'il faut toujours regarder votre contrat de travail, à savoir si ça vous autorise à avoir une autre source de revenus ou un autre employeur ou à fonder votre entreprise. Il y a des contrats de travail qui sont très restrictifs et qui vont vous empêcher d'avoir un side hustle. Donc regardez bien ça. Ensuite, pour ceux qui ont fait des études supérieures de Bac+3 à Bac+5, Bac+8, il y a quelque chose, alors c'est horrible, mais bon, au moins ça... Et je vous assure que c'est bien perçu par ceux qui en profitent, enfin, pas les enseignants, mais ceux qui sont les élèves, justement. C'est qu'il y a, au niveau de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, une pénurie d'enseignants, hein, ça on le sait. Et donc je crois que, alors personnellement, c'est avec un Bac+5 et plusieurs années d'expérience que j'ai pu être prof en lycée. Ouais, une prof remplaçante. Donc j'étais pas titulaire du tout, mais il y avait une prof qui était absente et j'ai pris son remplacement pendant 2 mois, je crois. Dans un lycée, c'était super. Franchement, j'ai été
Je me souvenais, en fait, j'étais pas dans une approche hyper théorique, puisque moi, voilà, j'ai une vie professionnelle. Ce sont mes expériences professionnelles que je vais utiliser comme exemple pour expliquer les concepts théoriques aux élèves. Et encore maintenant, je suis en contact avec plusieurs d'entre eux, alors que c'était il y a 4 ans. Ouais, 4 ans, il me semble. Donc vraiment, n'hésitez pas. Regardez sur les sites de vos rectorats, académies et tout. Je vous assure qu'il y a des postes d'enseignants remplaçants de temps en temps. Ça nous remet à notre place. Je ne l'ai pas fait pour l'argent, hein, clairement, parce que mon vrai métier paye bien plus qu'un taf d'enseignant. Mais j'ai trouvé ça tellement enrichissant et j'ai adoré mes élèves. Et je continue d'avoir de leurs nouvelles encore maintenant. Donc voilà, si ça vous permet de faire ça en plus de votre taf, vous pouvez. Mais dans l'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils prennent, eux, des enseignants vacataires, des intervenants, en fait. C'est pas sous contrat, c'est de la vacation. Donc, vous pouvez garder votre job à temps plein et en plus faire des TD ou des cours magistraux auprès des universités. Personnellement, je me suis tournée vers l'université dans laquelle j'ai étudié, le groupement d'universités dans lequel j'ai étudié. Pour ne pas le citer, c'est l'UPEC. Voilà. Et j'ai été enseignante vacataire pendant une période. J'ai encadré des mémoires de licence et ensuite j'ai été enseignante vacataire sur mon domaine d'expertise. C'est un truc incroyable. J'ai adoré ça. C'est un déménagement qui a fait que j'ai arrêté. Et à l'époque, il fallait se rendre à l'université, donc c'était plus compliqué, donc j'avais arrêté. Mais maintenant que j'habite bien plus près d'ailleurs de l'UPEC, d'ailleurs je songe à reprendre l'année prochaine parce que je pense que les étudiants ont besoin de ça. De gens qui sont plongés dans la vraie vie active, des gens qui ne vont pas leur mentir, des gens qui ne vont pas leur servir du « oui, en sortant d'études, vous pourrez prétendre à tel type de salaire ». Non, moi je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire la vérité sur les salaires, sur les conditions de travail, sur X, sur Y, sur des tas de choses. Donc si vous avez l'occasion de le faire et de diversifier vos revenus comme ça, faites-le. Je peux pas vous dire exactement. Alors à l'époque où j'avais fait mon premier contrat de vacation, la rémunération de l'heure de TD était à 62 €, il me semble. Donc en fonction du nombre d'heures que vous faites par semestre, ça fait une rémunération quand même assez conséquente. Moi sur une année, quand j'ai fait 2 semestres, je crois que c'était un équivalent de presque un mois de salaire au total. Alors, pour certains, c'est rien. Personnellement, un mois de salaire en plus, ça me paye des vacances de fou malade. Donc, n'hésitez pas à faire ça. Mais pour toutes les autres astuces, que ce soit pour des jobs étudiants, etc., je vais vous mettre le thread de Jenny à disposition. Le point suivant, c'est que faire quand j'ai un doute sur l'avenir de mon poste. Moi, je vais vous dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça marche dans la vie perso, ça marche également dans la vie professionnelle. Soyez attentifs aux signes. Il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. Alors, j'ai travaillé dans beaucoup d'entreprises qui sont cotées en bourse, dans beaucoup de multinationales, etc. Donc, c'est peut-être pas valable, ce que je vais vous dire, c'est pas valable et pas applicable peut-être si vous travaillez chez Courir. Vous bossez en boutique chez Courir, ça va pas être le même type d'environnement et c'est pas de la discrimination, c'est que je connais pas cet environnement ou ne serait-ce que bosser en grande surface, je ne sais pas, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais dans l'environnement qu'on appelle corporate, dans l'entreprise à son paroxysme, il y a des signes auxquels on peut faire attention. Quand l'entreprise est cotée en bourse, bien évidemment, commencez à regarder quand ça dégringole sur une longue durée au niveau du cours de l'action. Ça, c'est un indicateur pas négligeable. Regardez aussi la vitesse de renouvellement du comité de direction au plus haut niveau de l'entreprise. Quand vous voyez que le chief of, les CI machin, CO machin, sont tous en train de partir les uns après les autres, c'est que ça sent le sapin globalement dans l'entreprise. Et quand il s'agit de votre poste spécifiquement, alors ça m'était arrivé, je l'avais dit pendant le space,
il y avait eu une réorganisation suite à la suppression du poste, enfin, non, suite au licenciement du DRH Europe, un monsieur que j'aimais beaucoup, qui m'avait recruté. Licenciement du DRH Europe, et je crois que le DRH Monde s'était fait jeter aussi, en fait. Ouais, ça avait été DRH Monde, le DRH Europe avait pris l'intérim, lui-même il s'est fait sortir quelques mois après. Ouais, là, tout de suite, ambiance. Et il y avait eu, par exemple, des signaux de regroupement géographique, parce qu'avant, c'était une organisation vraiment pays par pays. Donc là, c'était des zones géographiques. Tu sais, tu mélanges la France, la Hollande et la Belgique. Tu fais une zone ibérique, France, Italie, Portugal. Enfin, ibérique, Méditerranée, entre guillemets. Tu fais une région germanique. Là où tu mets Allemagne, Autriche, Hongrie, tout ça. Donc, vu que tu as un DRH, un responsable RH par pays, et tu te retrouves avec une zone, mais vous êtes 2 ou 3, ça veut dire qu'il y en a au moins un qui va devenir le boss de toute la zone, et bien, qui va s'occuper à lui tout seul de toute la zone, et que les sous-fifres vont se faire jeter. En plus de ça, j'avais vu comme signal le fait qu'on nous convoquait à des séminaires, c'était génial, je suis partie en Suède, au Danemark, machin, mais on te convoque à des séminaires, soi-disant pour l'amélioration continue des process. On te parle d'un logiciel qui va débarquer, mais quand t'es pas trop débile, tu sais que ça signifie, en gros, ce qu'on appelle les centres de services partagés, les trucs, tu sais, les tâches mineures, répétitives qui peuvent être automatisées, ou bien l'externalisation. À partir de là, c'est que ça... le feu est allumé sur 9 sous ton cucu. Là, ça veut dire que c'est cuit. Les carottes sont cuites, les marrons sont chauds, c'est fini. Donc moi, ça m'était arrivé il y a plusieurs années dans une entreprise, et j'ai attrapé directement ma manager. Je me dis hop, je vois ce qui est en train de se passer. Clairement, je suis la dernière à être arrivée. Ça veut dire que c'est mon poste qui va sauter sur notre périmètre géographique. Donc, maintenant, on fait quoi? Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit ouais, bon, effectivement, c'était pas prévu pour tout de suite. Mais maintenant que tu t'en es rendu compte, parce que bien évidemment, leur but c'était d'utiliser mes compétences, mes connaissances et tout le plus longtemps possible, et après de me dire ouais, au fait, on va supprimer ton poste. Sauf que les suppressions de postes comme ça, juste pour des regroupements géographiques, c'est sans fondement légal. Si t'as pas fait de faute, donc il n'y a pas de licenciement pour faute ou pour motif personnel, pas d'insuffisance professionnelle, etc. Et qu'en plus il n'y a pas de motif économique. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de motif. Donc ça se termine en transaction, en rupture conventionnelle, en prud'homme, en ce que tu veux. C'est hyper compliqué. Donc je leur ai dit, écoutez, moi c'est simple, je veux bien qu'on s'arrange, on va faire une rupture conventionnelle. Voici mes conditions. Normalement j'aurais dû partir avec, je sais pas, 1800 €. J'ai négocié, je suis parti avec 20 000, c'était génial. Donc faites attention aux signes, parce que quand vous pouvez anticiper et que vous avez toutes les cartes en main, jouez-les directement. N'attendez pas, parce que plus vous attendez, plus l'employeur peut préparer une issue, un truc comme ça. Prenez-les par surprise et allez-y. Là, vous avez la main pour négocier. Si par contre vous dites ouais, j'ai l'impression que ça sent le roussi et tout, ils te disent non, laissez, ne dites rien. Dites pas que vous voulez une rupture conventionnelle, mais cherchez autre chose pendant ce temps. Ce qui nous amène au point suivant concernant la question, à savoir si l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Alors pas forcément. C'est pour ça qu'il faut toujours garder un œil sur le marché de l'emploi, sur les offres qu'il y a, sur les rémunérations, sur les postes que vous visez ou le poste que vous avez actuellement, pour pouvoir savoir ce qui se passe. En fait, cette veille sur le marché de l'emploi vous permet de toujours être sur vos gardes, et aussi de vous bousculer un petit peu. De temps en temps, que ce soit un poste qui vous intéresse ou pas, postulez à un truc. Juste pour voir si vous avez toujours le cardio pour les entretiens. Le type de questions qu'on vous pose, le type de compétences qu'on vous demande, pour être sûr que vous mettez à jour, parce que quand vous comparez juste dans le périmètre de votre entreprise, c'est pas pareil.
regardez ce qui est nécessaire sur le marché. Regardez si, par exemple, il y a du recrutement un peu plus automatisé. Regardez les outils en termes de process, etc., que ce soit commercial, ingé, recherche et développement et tout. Vraiment, regardez ce qui se fait ailleurs. Et ça vous donne aussi une idée de votre valeur sur le marché. Pour vous donner un exemple, alors il y a un exemple lointain et un exemple qui date d'il y a 2 jours. Il y a plusieurs années, on m'avait proposé de prolonger en CDD, alors qu'à la base, on m'avait promis de me garder en CDI. Et pendant ce temps, moi, j'avais cherché ailleurs. Je sentais qu'on allait me la mettre à l'envers, qu'on allait juste me prolonger mon CDD. Donc, j'avais cherché un CDI ailleurs. J'ai trouvé un CDI et j'ai fait un gap de 20% de rémunération. J'étais passé de 40 000 par an à 48 000. C'était qu'en 2014. Ouais, 14, je crois. Donc, déjà, je me suis dit, là, finalement, négocier quand on quitte l'entreprise, enfin, négocier sa rémunération avec un nouvel employeur, c'est beaucoup plus simple que négocier avec l'employeur actuel. Il vous considère comme une ressource acquise. Vous êtes déjà, entre guillemets, content de votre rémunération. Vous avez déjà accepté votre rémunération à un moment donné. Donc, pourquoi vous demandez plus maintenant? Ils estiment que vous êtes payé à votre juste valeur. Donc, négocier quand vous êtes en interne, c'est beaucoup plus compliqué que quand vous êtes un élément qu'ils essayent d'attirer. Et là, vous pouvez totalement négocier à votre avantage. Donc déjà, quand il s'agit de salaire, quand vous voulez augmenter votre salaire de 10 à 15, voire 20%, hein, souvent c'est une moyenne même de 18%, n'hésitez pas, il faut aller voir ailleurs. Il faut aller voir ailleurs, il ne faut vraiment pas hésiter. Je crois que ensuite, j'ai jamais accepté des salaires qui représentaient une augmentation de moins de 15% en passant d'une entreprise à une autre. J'essaye de me souvenir. Ouais, effectivement. Donc, ça, c'est déjà un élément très, très, très important dans le sens où l'herbe est plus verte ailleurs quand on est nouveau ailleurs. Là, oui, on peut négocier son salaire. Par contre, ne vous focalisez pas uniquement sur le salaire, parce que beaucoup tombent dans ce piège. J'en discutais, justement, il y a 2 jours, avec un chasseur de tête qui m'a approché. Il me disait, écoutez, voilà, votre profil nous intéresse beaucoup, c'est dans le même type d'industrie. Nous, on aimerait beaucoup vous positionner sur certains jobs, mais ça dépend si ça vous intéresse. Évidemment, il y a le sujet du salaire qui est important. Je leur dis, voilà, mon salaire actuel, c'est ça. Et à partir de tel chiffre, je peux être à l'écoute. Je leur dis parce que là, c'était mon salaire actuel, mais dans l'année, je risque de passer à temps. Donc franchement, je ne vais pas prendre le risque de partir pour moins que ça ou pour le même montant que ce que je vais percevoir dans l'année après ma promotion. Donc, et il a lui-même soulevé le point que le salaire était une chose. Alors déjà, il a dit oui avec une vitesse record et c'est là où je me suis dit attention, il a même augmenté le salaire que je demandais. Je me suis dit ok, intéressant. Ça signifie que je ne vais même pas tenter de négocier en interne. Soit je vais voir ce qu'on me propose à ma promotion, soit je vais me barrer avant. Et il a parlé des conditions de travail. Ça, c'est quelque chose que vous oubliez beaucoup. Vous oubliez beaucoup l'aspect des conditions de travail et des avantages. Les conditions de travail, ça peut être, vous voyez par exemple, je travaille toute la semaine de chez moi. Pour moi, c'est des conditions de travail que je ne retrouverai pas partout. Maintenant, il y a un peu de télétravail généralisé, mais on va te demander quand même 2 jours de présentiel. Moi, on me demande rien. Ça a quand même son importance dans les conditions de travail. Ça peut être au niveau des horaires. Je travaille sur un contrat en forfait jour, donc j'ai un nombre de jours à travailler dans l'année, pas un nombre d'heures dans la journée. Donc j'ai une liberté et une autonomie totale, une flexibilité qui ne regarde que moi. Si là, il y a un employeur qui vient me parler de contrat en 39 heures, mais je l'envoie pouler moi. Ça va être pareil au niveau de
du prix de la mutuelle. On a tous de la mutuelle obligatoire maintenant, mais le prix de la mutuelle sur votre bulletin de salaire. Et également la part employeur de la mutuelle, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais la part employeur de la mutuelle, c'est quelque chose qui est réintégré dans votre net imposable. Plus votre mutuelle est chère, et en plus l'employeur en prend une grande partie, ça va gonfler votre net imposable, ne l'oubliez pas. Donc il y a ces aspects-là. Est-ce qu'il y a un compte épargne-temps pour mettre vos congés RTT dessus? Est-ce qu'il y a intéressement et ou participation? Est-ce qu'il y a un CSE, donc comité social et économique? Bref, tous ces trucs-là, en fonction de ce qui vous intéresse et de ce qui vous importe, de votre vie personnelle aussi, ce sont des éléments dont il faut prendre compte. Est-ce qu'il y a un véhicule de fonction? Est-ce qu'il y a des choses que je peux me permettre de ne pas payer? Je ne sais pas, ceux qui travaillent chez EDF, alors je ne sais pas si c'est encore ça pour les nouveaux, ils payent 5% de leur facture. In this economy, c'est important. Vous voyez, donc prenez en compte tous ces éléments de rémunération, les conditions de travail et les avantages. Et également, ce qui est important pour moi, par exemple, ça va être les valeurs de l'entreprise. Peut-être que je pourrais me faire un salaire de fou malade si j'allais travailler chez Total. Mais j'ai des valeurs personnelles. Vraiment. Même si l'argent n'a pas d'odeur, pardon. Si on me propose 75 000, 80 000 pour aller bosser chez Total, peut-être que là, je reverrai un petit peu mes petites valeurs personnelles. Je ne sais pas. Mais Total et ses super profits, pendant qu'on nous fait augmenter le tarif de l'énergie, du carburant et tout, de l'électricité aussi, parce qu'il y a Total Énergie. Non, je pense que mes valeurs personnelles vont au moins me faire me poser la question. Peut-être qu'au final, le goût de l'argent va m'attraper, je n'en sais rien, mais je vais vraiment me poser la question par rapport à mes valeurs personnelles. Si demain on me demandait de faire mon métier actuel pour le gouvernement, ici de ce pays, je ne me pose même pas la question, c'est un non. On me propose même 100 000, je vous jure que je dis non. 100 000 € annuels, je vous jure que je dis non. Les valeurs de mon employeur sont trop importantes pour que ce soit un élément que j'oublie quand je veux savoir si l'herbe est plus verte ailleurs ou pas. Moi, je veux pouvoir dormir la nuit et me regarder dans le miroir tous les matins quand je vais me laver. Donc, l'herbe est souvent plus verte ailleurs parce que vous avez des connaissances, un profil qui sont plébiscités. Par contre, la verdure de l'herbe en question, c'est vous qui allez en décider. Et il y a quelqu'un pendant le space qui a posé la question de oui, mais quand on me parle de conditions de travail ou d'avantages en entretien et finalement dans mon contrat, c'est pas écrit. J'avais pas pensé à ce point-là, mais c'est important. Il y a nos petites souris du juridique qui sont intervenues et on dit chaque fois qu'on dit quelque chose, confirmez-le par écrit derrière. Envoyez un petit mail à la personne et vous pouvez vous mettre vous-même en copie pour dire suite à notre rendez-vous, notre entretien, notre entrevue, peu importe, tel jour, telle heure, j'ai bien noté que tac, 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 vous faites un récap de tout ce qui a été échangé. Ai-je bien compris? Merci de me confirmer. Et en cas d'erreur de ma part, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, vous avez tout consigné. Et le jour où on va vous dire « mais non, t'avais pas droit à ça », vous sortez cette preuve de votre Pokédex et cet élément ne pourra pas être contesté. Ça va vous éviter de partir sur des prud'hommes, des trucs comme ça. Donc, l'herbe est souvent plus verte ailleurs, mais comme je le disais, le niveau de verdure dépend vraiment de ce qui est important pour vous, de vos valeurs personnelles, de ce que vous êtes capable d'accepter et de ce que vous n'acceptez plus chez votre employeur actuel. Mais souvent, c'est vrai que quand c'est uniquement le critère de l'argent qui est retenu, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Je ne suis jamais partie, alors sauf une fois où je suis partie dans une situation de harcèlement, je crois. Il y a une seule fois où j'ai accepté une petite baisse de salaire, ou bien je suis partie pour un salaire similaire ou une toute petite augmentation. Baisse de salaire, non, ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonnerait de moi. Mais voilà, une toute petite augmentation une fois qu'on incluait les bonus et tout.
Mais sinon, en général, j'ai toujours fait des opérations gagnantes, hein. Là, je vais avoir des offres qui vont m'être envoyées dans la semaine par le chasseur de tête que j'ai eu il y a 2 jours. Honnêtement, il y a... ouais, je crois qu'on est sur du 15-18% en plus. Donc c'est une fourchette qui m'intéresse. Je vais écouter, je vais voir de quoi il s'agit. Je vais regarder les conditions de travail et les avantages qui sont attachés en fonction des géographies, de télétravail, de machin. Mais donc oui, l'herbe est souvent plus verte ailleurs. Le point suivant qu'on avait abordé, c'était pas les CV. On s'était posé la question, est-ce qu'il faut enjoliver son CV? Personnellement, j'ai du mal avec cette idée. Je suis pas fan. Je suis pas fan parce que autant si vous ajoutez des compétences que vous maîtrisez, mais peut-être que vous n'avez pas mises en pratique. Vous savez faire, mais ça vous a pas servi par le passé, ok, pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Par contre, mentir, je crois qu'il y avait eu l'exemple pendant le Space de dire oui, vous avez fait le travail d'un responsable, mais vous n'en aviez pas le titre, donc vous pouvez mettre que vous êtes responsable. Je suis pas exactement d'accord parce que souvent les gens voient le taf de responsable comme planifier les congés, gérer le planning et un peu surveiller les objectifs, les KPI de chacun. Bah non, pour moi le management c'est bien plus complexe que ça. Être manager c'est un coach, c'est accompagner, c'est résoudre pas les conflits mais les points de friction, améliorer les procédures, être le bouclier de son équipe. Quand il y a une grosse charge de travail, quand quelqu'un vient se plaindre, etc. C'est tout un art le management. Je suis d'accord pour dire que beaucoup de managers sont des managers claqués. Mais pour moi, quelqu'un qui prétend être un responsable, c'est un coach. C'est quelqu'un qui va, lui, mettre sa tête sur le bio pour sauver son équipe. Et pas juste quelqu'un qui va se bosser de dire « Ouais, je suis manager, ouais, je suis le responsable et tout. » Si c'est juste être donneur d'ordre, pour moi, ça, c'est pas être responsable. Donc, faites attention à ça parce que les attentes des employeurs vis-à-vis du rôle de manager, c'est pas exactement ce que vous pensez. Si vous pensez que c'est juste distribuer le travail et donner des ordres, c'est pas ça. Donc ne le mettez pas sur vos CV. Alors là où vous pouvez totalement enjoliver vos CV, c'est jouer un petit peu sur les dates. Vous avez arrêté un job le 15 avril et vous mettez que vous avez fait le mois entier, c'est rien. C'est rien. Ça, il n'y a aucun problème. Je ne sais pas ce que vous pouvez enjoliver d'autres, admettons. Sur les titres, moi, personnellement, je le ferai pas, hein, sur les intitulés de poste. Si, il y a des choses que vous pouvez mettre quand vous voulez montrer qu'il y a un minimum de responsabilité. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais chargé de coordinateur, machin. Juste, voilà, si vous voulez juste pas mettre que vous étiez un employé lambda, vous pouvez utiliser ce terme de terminologie. Ouais, souvent, c'est si vous voulez remplacer gestionnaire, voilà. Chargé de et coordinateur, c'est peut-être un peu mieux. Ce que je vous invite à faire, en fait, c'est surtout pour les postes que vous visez, que vous briquez, allez voir comment sont formulées les annonces actuellement pour réutiliser ce vocabulaire et les termes spécifiques. Vous allez savoir ce qui est attendu, donc vous pouvez réadapter votre CV en fonction de ça. Et il y a eu une jolie astuce pendant le space, j'y avais pas pensé. Parfois, il y a des bots qui font un premier filtre, un premier tri des CV dans certaines entreprises, et notamment en filtrant par des grandes écoles, etc. En fait, vous pouvez écrire en blanc sur votre CV, donc de façon invisible, une fois que c'est en PDF ou que c'est imprimé. Vous pouvez écrire en blanc ces mots-clés, du type, on l'a dit pendant le space, hein, HEC, je sais pas, Polytechnique, Mines, ESSEC, Kedge, bref, toutes les écoles de commerce diverses et variées. Et du coup, ça va quand même ressortir dans les résultats des CV triés parce que vous avez écrit ça, mais en blanc. Donc c'est invisible, mais en fait, ça va être porté à la connaissance des recruteurs. Donc, enjoliver son CV, je suis pas partisane.
C'est des choses qu'on peut faire après beaucoup d'années d'expérience. Voilà, quand on a 10-15 ans dans un domaine, on peut peut-être se permettre voilà, de montrer que maintenant, déjà, il y a des choses que vous pouvez zapper, hein, des expériences que vous n'êtes pas obligé de mettre. Et vous pouvez vraiment justifier que voilà, il y a un certain niveau de responsabilité et tout. Par contre, voilà, en dehors de ça, je ne le conseille pas parce que il y a ce qu'on appelle les contrôles de référence. Et il y a des employeurs qui peuvent aller s'adresser à vos employeurs précédents pour vérifier si vous y avez vraiment travaillé, si vous avez vraiment tenu ce poste-là vraiment pendant cette durée et surtout voilà, si vous avez vraiment effectué le poste que vous avez présenté sur votre CV. La raison pour laquelle je vais vous donner un petit bonus sur l'abandon de poste, c'est quelque chose que je ne préconise pas. Je ne l'ai jamais préconisé. Partez proprement de vos emplois. Partez proprement parce que justement, s'il y a un contrôle de référence qui est fait, même si je sais qu'on doit vous demander votre autorisation et la personne à contacter normalement, en cas de contrôle de référence, on appelle votre ancien employeur et dit « bah non, il est parti du jour au lendemain ». Et bah du coup, on a dû se débrouiller sans. Bah c'est pas pour quelqu'un de fiable. Donc je ne vous le conseille absolument pas. Surtout pas d'abandon de poste parce que alors la présomption de démission pour l'abandon de poste, je crois que ça a été repoussé aux dernières nouvelles. Ça devait pas être... Je crois que ça devait entrer en vigueur au 1er avril, je sais plus, mais ça a été repoussé, il me semble. Et ensuite, l'abandon de poste, en fait, il n'y a pas de règle. Tout le monde pense que au bout de très peu de temps, ou parce que ça peut être taxé de faute, il faut que ça soit passible d'une procédure de licenciement sous les 2 mois, parce que normalement c'est les faits des 2 mois précédents qui peuvent être utilisés pour un licenciement. Mais en fait, il n'y a pas de durée légale. Si votre employeur veut vous emmerder, ils vont juste continuer de vous envoyer des mises en demeure de reprendre le travail. Ils vont blinder de recommander et recommander et recommander, ne pas vous payer pendant ce temps et vous bloquer parce que vous avez une obligation contractuelle. Tant que vous êtes employé par cet employeur-là, vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un d'autre. Eh oui, en fait, votre employeur peut vous... Au lieu de faire votre préavis de 1 mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi vous faites des abandons de poste? Un employeur peut vous bloquer pendant des mois, voire des années. S'ils ont du cardio et des ressources, ils peuvent vous bloquer pendant longtemps. Si en plus de ça, ils apprennent que vous avez pris un autre poste pendant ce temps, les dommages et intérêts qu'ils peuvent vous demander, vous n'êtes pas prêt. Les prud'hommes, etc., c'est pas que pour les salariés qui veulent s'en prendre aux employeurs. Les employeurs ont également des droits. Les salariés ont également des devoirs. Si vous ne respectez pas ces devoirs, l'employeur peut vous réclamer des dommages et intérêts. C'est comme quand vous quittez un CDD avant son terme, comme ça. Elle peut vous réclamer de l'argent. Arrêtez de croire qu'on est dans un état purement social, c'est totalement faux. C'est complètement faux. Et je vais ajouter un dernier point sur les petites astuces. C'est la rupture conventionnelle. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de comment obtenir une rupture conventionnelle, comment la demander à son employeur. Je ne vais pas vous faire tout un truc juridique là de la forme de la demande, etc. Mais il y a un point sur les ruptures conventionnelles sur lequel les employeurs vous blaguent. Et ça a été... je l'ai vu passer sur Twitter et donc j'ai répondu à 1 ou 2 personnes à ce sujet-là. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un quota de rupture conventionnelle par employeur. C'est complètement faux. L'inspection du travail, quand elle reçoit la demande d'homologation d'une rupture conventionnelle, eux, ils regardent le respect de la procédure et de la forme de la rupture conventionnelle. Les 2 parties sont d'accord, l'indemnité est bien calculée, les délais ont été respectés, c'est bon, c'est parti. S'il n'y a pas de consentement vicié, s'il n'y a pas de dol, du coup, si le consentement est libre et éclairé, l'inspection du travail n'a aucun intérêt à dire non. Vous êtes d'accord tous les deux pour mettre terme au contrat via une rupture conventionnelle, il n'y a aucun souci.
Donc quand vos employeurs vous font croire que ouais non, on fait pas trop de rupture conventionnelle parce qu'on veut pas être sur le radar de l'inspection du travail, si on en fait trop, c'est faux. Moi, en 12 mois, je me suis séparée de presque 10%, non pas 10% de mon effectif, non, on va dire 6 à 8% de mon effectif sur des ruptures conventionnelles, parce que ça nous arrangeait nous en tant qu'employeurs. L'inspection du travail n'a jamais dit non. Parmi ça, il y avait un salarié qu'on appelle protégé, donc un membre du CSE. C'était respecté, les deux parties étaient d'accord, l'indemnité a été bien calculée, d'ailleurs on donnait bien plus que l'indemnité légale. L'inspection du travail a dit oui. Donc quand vos employeurs vous font croire qu'ils disent non pour les ruptures conventionnelles parce qu'il y a un quota, ils ne peuvent pas en faire trop, alors oui, si c'est pour faire des licenciements déguisés et si en fait il pousse quelqu'un à accepter une rupture conventionnelle, là il peut y avoir un refus d'homologation. Mais c'est pas, il n'y a pas de quota. Il n'y a absolument pas de quota. Vos employeurs vous roulent quand ils vous font croire ça. Du type ouais, on peut pas faire plus de 2 par an. C'est pas le droit du travail, c'est pas l'inspection du travail, c'est pas le ministère du travail et de l'emploi. Personne n'a mis en place de quota, ça n'existe pas. Donc je me rends compte qu'on a encore des tas de sujets à couvrir dans ces astuces professionnelles pour essayer de ne pas se faire rouler par l'employeur et être plus malin qu'eux. Je ne sais pas s'il faudra une seconde partie parce que je ne me rendais même pas compte qu'il y avait tous ces points-là à aborder à la base. Mais effectivement, je vous invite en fait à penser qu'à vous quand il s'agit de travail. Vos intérêts, il y a vous qui allez les protéger. Donc toutes ces astuces, j'espère qu'elles vont vous être utiles. Je vous remercie pour votre écoute. Je crois que c'est le plus long épisode que l'on a eu depuis le début, depuis le mois de janvier. Je vous ai rabattu les oreilles, mais je me rendais pas compte à quel point vous aviez besoin de ces petites astuces. Donc merci pour votre écoute, votre attention. La prochaine fois, nous allons parler d'une thématique très légère. Légère, je dirais même une thématique tenue d'Adam et Ève. Oui, on va toucher du bout du doigt un sujet qui a trait à la sexualité. Nous allons parler du body count, c'est-à-dire le nombre de conquêtes sexuelles que nous avons peut-être collectionnées au fil de l'eau. Peut-être qu'on a un body count de moins de 3 personnes et qu'on en est ravi. Peut-être qu'on a un body count digne d'un tueur à gages et qu'on en est fier aussi. Est-ce que c'est une question qu'il faut aborder avec son partenaire? Est-ce qu'on doit répondre honnêtement quand on nous pose la question? Est-ce qu'on a vraiment envie de savoir combien de personnes sont passées par là avant? Est-ce qu'on doit réagir d'une certaine façon en fonction du chiffre? Est-ce que ça dépend du fait qu'on soit un homme, une femme ou autre chose? Bref, en fait, il y a beaucoup de choses à dire sur le body count et nous allons en parler comme toujours en musique. Ou en tout cas avec une référence musicale. Cette référence musicale, elle reste côte Est. Je vais être plus précise, elle reste même sur New York. Encore plus précisément, cette référence musicale va rester au sein du G-Unit. Oui, aujourd'hui nous sommes avec 50 Cent pour I Get Money et la prochaine fois, nous allons nous intéresser à un membre du G-Unit que peut-être peu de personnes connaissent, Tony Yayo. On parle de body count, on parle de tueur à gages et de séduction. Évidemment que la chanson qui va nous accompagner est So Seductive, pour moi le banger de son album sorti en je ne sais plus quelle année, quand il est sorti de prison, l'album nommé Thoughts of a Predicated Felon. Donc oui, on va parler de séduction, de collection et de la façon dont on réagit à notre propre body count ou celui des autres. Vraiment, moi je vous ai dit, je ne vais pas vous donner de chiffres me concernant et je ne vais pas vous demander les vôtres, c'est pas mon problème. Par contre, vous me direz ce que vous en pensez, donc commencez à affûter vos arguments. Je commence également à préparer les miens et j'ai hâte de vous retrouver pour ce nouvel épisode. À très bientôt.